Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire une vidéo qui n'était pas prévue cette semaine. On va parler de l'affaire Kian Uijtdebroek, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis 2 jours, depuis samedi, avec une annonce qui a un peu surpris tout le monde, et puis on reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis quelques temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce qui vous a déçu dans cette affaire, même surtout. Les top 10, c'est encore en ligne. Il y en aura un prochain normalement mardi, donc c'est-à-dire demain, qui sera en ligne. Après, ça sera peut-être plutôt vendredi ou samedi pour le prochain. Top 10. Le prochain top 10, c'est sur les moments marquants de l'année 2023. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, EPS2.0 sur la plateforme de podcast et puis TikTok également. Et puis à partir du vendredi, on suit aussi le biathlon du côté de Lanzarote 2. Il y a encore le débrief du retour à la base. Enfin voilà, il y a encore du contenu sur la chaîne là dans les jours à venir. Sauf mercredi où je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo avec le cas Kian Uijtdebroek. Kian Uijtdebroek qui, on va dire, est un petit peu... qui a démarré un petit peu en septembre. Puis bon, ça continue au fur et à mesure des nouvelles. Alors, ça a commencé samedi, on va dire, pour la nouvelle la plus importante. Samedi, 17h40 à peu près, on apprend que Jumbo-Visma, qui va changer de nom l'année prochaine, mais a décidé de recruter Kian Uijtdebroek. Alors, c'est un petit peu une surprise pour moi parce que, comme je vous l'avais dit précédemment, je pensais que l'affaire Kian Uijtdebroek était sous le tapis complet, c'est-à-dire que à partir du moment où Boral l'avait confirmé, pour moi c'était clos, c'est-à-dire qu'il n'allait pas partir. Bon, il y avait eu l'incartade de la Vuelta, mais pour moi, voilà, il y avait eu des discussions d'après Vuelta, on était passé à autre chose. Bon, voilà, le contrat, c'était avec la Jumbo, et il attendrait 2024 avant de partir. Bon, il décide de partir maintenant. Bon, moi, je me dis, tout est réglé. S'il l'annonce, c'est que tout est réglé. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. 1h20 après, on a un message de la Bora qui nous dit Kian Uijtdebroek est sous contrat pour 2024, donc il part absolument pas du côté de la Jumbo-Visma. À partir de ce moment-là, on a 2 autres messages qui arrivent. Un premier message de Cédric Vasseur sur Twitter qui demande est-ce que l'association des équipes, l'association des coureurs règle le souci, c'est-à-dire disent est-ce qu'il doit partir d'un côté ou de l'autre, que le coureur ne soit pas, qu'on ne soit pas dans cette situation-là actuelle où on ne sait pas dans quelle équipe va courir Kian Uijtdebroek. Et puis information également d'Intermarché qui, je pense, était un peu sur le coup, Kian Uijtdebroek, et qui fait également un autre tweet où pour eux, ils ne pensaient pas qu'il allait partir chez Jumbo. Et ils l'ont eu un peu mauvaise, j'ai l'impression, chez Intermarché. Bon, on va revenir un petit peu sur toute cette affaire, sur tout ce qui s'est passé, ce que ça peut engendrer dans le futur, ce qui peut se passer dans les jours à venir. Toute l'affaire a commencé au moment de la Vuelta. Au moment de la Vuelta, on a cette inversion de position entre Vlasov et Uijtdebroek sur la dernière étape de montagne qui n'a pas plu à Kian Uijtdebroek. Il l'avait bien dit en interview après l'arrivée, où il avait dit bon c'est quand même dommage d'avoir privilégié Vlasov à moi. En ce modo, il l'avait très mal pris à ce moment-là, qu'il y a une inversion de position. C'était pour la 6e ou 7e place sur la dernière Vuelta. Bon, on termine la Vuelta, et là, il y a déjà une première rumeur. La première rumeur, c'est déjà Kian Uijtdebroek va partir, et puis il y a la rumeur de Charles Marceau qui nous dit, sur les réseaux sociaux, donc 7-8 jours après, la Groupama est sur le coup. C'est-à-dire que la Groupama veut le recruter. Ça s'avère 2-3 jours après que la rumeur est pas bonne, qu'il s'est planté, et que derrière, on n'a pas de nouvelles rumeurs depuis, mais il nous disait à ce moment-là quand même qu'il y avait peut-être possibilité qu'il y ait plusieurs équipes qui soient sur le coup. Bon, on arrive en fin de saison, là derrière, il n'y a pas d'évolution. Alors certes, Kian Uijtdebroek remet le coup de la Vuelta sur le tapis, un moment en interview, il y a un mois à peu près, où tu sens qu'il l'a encore au travers de la gorge, et il dit « je ne sais pas encore pour qui je vais courir presque ». Il l'avait dit un petit peu en substance, on va dire, dans ses propos.
Mais bon, pour moi, il en remettait un petit peu une couche et il n'allait pas partir. Encore une fois, c'était fini. Il allait faire sa dernière année de contrat, bon, en n'étant pas forcément content de rester chez Bora. Mais en plus, comme il avait un contrat jusqu'en 2024, ça me semblait compliqué d'aller partir de Bora. Et surtout que Bora avait envie de redensifier son équipe. Ce qui pouvait être intéressant pour lui derrière. Bon. Et puis là, hier, bon, on apprend, samedi, on apprend cette évolution avec la Jumbo qui recrute Jan Uijtdebroek. Et la Bora qui dit qu'ils ne l'ont pas recruté et qu'il est toujours sous contrat. On arrive à un imbroglio qu'on a déjà eu avec Van Wilder, qu'on a déjà eu également avec Marc Hirschi. C'est un peu la même chose. Alors Van Wilder, lui, il s'était barré, on va dire, avec DSM, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Mais on rappelle que Van Wilder, normalement, il devait faire encore au moins une année de contrat avec la DSM. Il ne devait pas rejoindre la Soudal Quick-Step tout de suite. Et il a fait on va dire, il n'était pas content de sa situation, Van Wilder. Après le Tour de Romandie, il avait dit on ne me donne pas du bon matériel. Enfin voilà, il s'était un peu enguirlandé avec la DSM. La DSM qui avait déjà eu un problème avant avec Marc Hirschi. Marc Hirschi, lui, il avait résilié son contrat pour partir 2 jours après à UAE. Souviens de cette fin d'année c'était en 2020, début de saison 2021, où il y avait eu là également cet imbroglio avec Marc Hirschi, où Marc Hirschi se plaignait du salaire notamment. Et du côté de DSM, on se plaignait du fait qu'il ne va pas donner ces informations physiques aux entraîneurs. Donc il y avait eu aussi une engueulade à ce niveau-là. Donc c'est, on va dire, la troisième affaire en 3 ans à peu près, de coureurs assez jeunes à chaque fois, qui veulent casser leur contrat pour repartir dans une autre équipe, dans une autre structure. Donc là, on est totalement dans ce cas-là, de Van Wilder, de Marc Hirschi. Dans les 2 premiers cas, ça s'est bien passé, que ce soit Marc Hirschi et Van Wilder, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Là, le problème, c'est qu'on parle de Jan Uijtdebroek, on parle donc peut-être de l'une des plus grosses pépites en ce moment du cyclisme mondial, c'est-à-dire dans les coureurs qui ont une vingtaine d'années. Il y a lui, il y a Lenny Martinez, il y a Grégoire, donc ils ne sont pas à 150 à être comme ça, des vraiment gros talents. C'est-à-dire on sait que Uijtdebroek, c'est un mec qui va certainement être sur un podium, voire mieux de grand tour dans les années, dans 2-3 ans. Il y a Ayuso aussi qui est dans ce cas-là, il y a Rodriguez, mais ça fait partie vraiment des top grimpeurs aujourd'hui qui ont en dessous de 23 ans. Jan Uijtdebroek. Le problème, là, c'est que j'ai l'impression qu'on ne veut pas le laisser partir du côté de la Bora. Pourquoi ? Parce que la Bora a un peu payé sa formation. Il faut bien le dire, la Bora, alors déjà ils l'ont recruté en 2022, mais avant de le recruter en 2022, Jan Uijtdebroek, il est passé pendant 1 an par l'équipe de formation de la Bora, qui est une équipe, je ne sais plus, le Team Auto 18, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom de l'équipe, on va dire un peu de formation. Et c'est là où est le problème de la Bora. Parce que la Bora, ça veut dire que ça fait depuis 3 ans qu'il est avec eux, et il voudrait bien le retour sur investissement de ce coureur. Le fait de l'avoir mis en jeune et d'avoir le retour sur investissement, et là ils se disent, le retour sur investissement, c'est la Jumbo qui va savoir. Et surtout, ça part chez un concurrent direct. Et ça, c'est un véritable problème. Autant pour Van Wilder et pour Marc Hirschi, l'équipe de départ, c'était la DSM. La DSM, de toute manière, était en désaccord avec ces coureurs-là et voulait, que ça parte chez UAE ou chez Quick-Step. Pour eux, c'était oui, ils perdaient un coureur, mais c'était pas un concurrent direct. Ils auraient peut-être pas dit la même chose s'il était parti chez AG2R, Marc Hirschi. Où là, on était plus un concurrent direct d'équipe. Là, la différence, c'est que ça part chez un concurrent direct, ça renforce peut-être la plus grosse structure actuellement du cyclisme qu'est la Jumbo, et la Bora ne veut pas ça. C'est-à-dire que je pense que ça n'aurait peut-être pas autant gêné la Bora si ça avait été DSM qui avait récupéré Uijtdebroek, si ça avait été AG2R, EF, qui sont des structures plus petites. Là, on parle de la structure qui domine le cyclisme mondial depuis 2 ans. Donc je pense que c'est ce qui pose problème à la Bora. Ce qui pose aussi problème, c'est que voilà, jeune pépite,
ils savent qu'ils vont avoir des résultats avec ce coureur-là. Donc ils se disent, putain, on perd la poule aux œufs d'or, quoi, aussi, en termes de résultats. Alors, que peut faire la Bora pour garder le coureur? Si la Bora n'accepte pas que Uijtdebroek résilie son contrat, on rappelle que Hirschi avait réussi à résilier son contrat, c'était pareil pour Van Wilder, qui avait réussi à faire la même chose. Si là, l'équipe décide qu'elle ne veut pas résilier son contrat, il est obligé de courir pour la Bora. À part s'il y a un accord avec la Jumbo, ce qui, je pense, n'arrivera jamais. Parce qu'ils n'ont pas donné Roglic. C'est pas un échange Roglic à Uijtdebroek. Si ça avait été cette situation-là, il y aurait peut-être eu l'accord du côté de la Bora. Sauf que non, il n'y a pas cette situation-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, Bora veut au moins 1 million d'euros. Ce qui est beaucoup plus que le salaire actuel de Uijtdebroek, même si Uijtdebroek n'est pas payé des clopinettes. Contrairement à ce qu'était payé Marc Hirschi et peut-être Van Wilder, on sait que DSM c'est un peu des pinces. Mais là, on n'est pas sur des clopinettes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que son salaire, 1 million. 1 million d'euros, c'est à peu près un salaire aux alentours de 80 000 euros par mois. Ce qui est énorme. Ça fait partie des gros salaires, là, déjà. Et même à ce niveau-là, il pourrait demander plus à la Jumbo. Donc on est sur une somme qui est énorme. Plus d'1 million d'euros. Si la Bora décide de ne pas résilier le contrat, lui, il ne peut pas courir pour la Jumbo, parce que son contrat est avec la Bora. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'arrive pas à casser son contrat, il restera avec la Bora. Ça ne veut pas dire que la Bora ne peut pas le punir derrière, en lui donnant aucun grand tour, c'est une possibilité, c'est-à-dire en donnant des grands tours à Roglic, à Jene, en l'obligeant à être équipier de ces coureurs-là. C'est-à-dire, la pire humiliation, ça serait qu'il soit équipier de Vlasov, et l'obliger à être équipier de Vlasov, mais ils peuvent lui pourrir sa dernière année de contrat à Bora, Hans Grohe, s'ils ont envie. L'autre solution, c'est d'avoir un accord financier. On va voir ce qui va se passer, mais un gros accord financier. Là, c'est l'autre possibilité pour Ken Uijtdebroek. Mais surtout, que vont dire les autres équipes? On voit que, par exemple, Cédric Vasseur n'est pas content. Que d'autres équipes ne sont pas contentes parce que ça peut ouvrir une énorme boîte de Pandore. On peut passer d'un cyclisme aujourd'hui, grosso modo, on est obligé de respecter son contrat jusqu'à la fin. Actuellement, c'est ça du côté du cyclisme. Alors, vous avez un contrat de 3 ans avec une équipe, vous ne pouvez pas partir au bout d'1 an. À un système footballistique où vous avez un contrat de 3 ans, mais s'il y a une offre qui est acceptée par le club et que si vous avez une belle offre, vous pouvez vous barrer. Ou vous pouvez vous barrer même sans indemnité à 6 mois de la fin de votre contrat. Vous n'êtes pas obligé de respecter totalement votre contrat du côté du foot. Et la question est de savoir est-ce que le cycliste veut tendre vers ce modèle footballistique ou veut rester dans son modèle, on va dire, dans son schéma plus classique. Le problème, c'est que si on part dans un modèle type football, les prix vont augmenter des coureurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un marché de spéculation, ce qu'on a aujourd'hui dans le foot, avec des joueurs qui partent pour des millions et des millions d'euros, et des joueurs moyens, surtout qui partent pour 40, 50 millions d'euros. Maintenant, ça devient du n'importe quoi. Et on voit que financièrement, c'est compliqué pour les clubs de foot et qu'à un moment, ça va se retourner contre eux. Est-ce que le cyclisme veut partir dans cette voie-là? Surtout que, contrairement au foot, du côté du cyclisme, on a moins de revenus financiers. C'est-à-dire que, contrairement au football, on en avait parlé il y a quelques temps, le foot, vous avez la billetterie, vous avez les revenus télé, vous avez les sponsors, ça vous donne de l'argent. Et voire des primes à la formation pour certains clubs qui ont formé certains coureurs et qui se retrouvent à avoir des primes à la formation quand ils sont revendus. Dans le cyclisme, il n'y a pas tout ça. Les primes à la formation, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bora ne va pas toucher d'argent supplémentaire lors de cette vente, on va dire, de coureurs, parce qu'ils ont formé Ken Uijtdebroek. Ils ne vont pas avoir cet argent-là supplémentaire. On n'a pas de billetterie. Donc tout cet argent de billetterie n'existe pas dans le cyclisme. Les droits télé, ça n'existe pas également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le cyclisme veut passer de ce format, on va dire on respecte le contrat, à un autre format,
Pour moi, ça va être très compliqué, il va y avoir de la classe, parce que tu n'as pas ces revenus qu'a le football. Et déjà, on voit que dans le football, c'est compliqué, même avec ces revenus-là. Mais c'est un vrai débat. Si Uijtdebroek peut se barrer en ne respectant pas son contrat, alors n'importe quel coureur qui ne se sent pas bien, qui n'a pas le bon matériel, qui n'a pas plein de choses, va pouvoir se barrer à n'importe quel moment. Et je pense que l'UCI doit encadrer cela. C'est-à-dire doit vraiment imposer des règles, peut-être interdire entre deux contrats comme ça, dans ces situations-là de mercato, interdire aux coureurs pendant 6 mois de courir, ce qui déjà ferait un petit blocage, interdire peut-être certaines solutions, certaines choses, ou peut-être interdire tout simplement globalement de faire ce genre de choses. Par contre, si on l'interdit pour les coureurs, il faut l'interdire pour les équipes également. Il ne faut pas que ça soit que dans un sens. Parce qu'on a vu cette année notamment des équipes, je pense à Arkea, qui l'a fait cette année, avec Ponomar, de casser un contrat avec Ponomar pour accueillir Arnaud Démare au mois d'août. C'est ce qu'ils ont fait. D'autres équipes le font également, de casser des contrats. On a vu Padoun, par exemple, avec EF, je crois qu'il avait encore 1 an de contrat, il se barre à la Coratec, mais parce qu'il s'est fait virer, parce qu'ils lui ont cassé son contrat chez EF. Donc si on a le droit de le faire d'un côté, on a le droit de le faire de l'autre. Et moi, j'aimerais qu'on n'ait pas le droit de le faire, que ça soit d'un côté et de l'autre. Que les équipes soient obligées de respecter les contrats jusqu'au bout, et qu'à l'inverse, les coureurs aussi soient obligés de respecter les contrats jusqu'au bout, parce que je pense que le cyclisme n'a pas les reins assez solides pour être dans un modèle football. Et donc, il y aurait forcément de la casse et des énormes inégalités entre des équipes comme Lidl Trek, comme Jumbo, comme Bora même, qui peuvent le faire, et des équipes comme Cofidis, comme Intermarché, comme DSM, qui, elles, ne pourraient pas le faire parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. Donc on a déjà un cycliste qui a tendance à être vraiment à 2 vitesses en ce moment, entre les 4 gros et le reste du monde. Il ne faudrait pas qu'à cause de ces inégalités-là, on ait vraiment un cyclisme à 2 vitesses, même au World Tour, entre les World Tour premier échelon et World Tour deuxième échelon, au niveau des budgets. Et surtout, on va encore avoir une augmentation des budgets dans ce cas-là, et à un bout d'un moment, ça va exploser, parce que, encore une fois, les budgets ont triplé parfois, enfin on fait 2,5 ou x3 à peu près les budgets, sauf que les revenus, ils n'ont pas suivi cette tendance-là. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Si on a des revenus de 60-70 millions d'euros, si on a des budgets de 60-70 millions d'euros, mais que tu as des revenus qui ne sont même pas de 5 millions d'euros à l'inverse, au bout d'un moment, il va y avoir un souci au niveau financier. Surtout si les audiences ne suivent pas par rapport à d'autres sports. Autre indication de ça, je me demande aussi quel a été l'impact des agents sur cette affaire. On a des agents qui sont de plus en plus importants. Ça monte, le coût des agents dans le cyclisme. Je me demande jusqu'à quel point les agents n'ont pas créé cette situation-là. C'est-à-dire, on fait miroiter une équipe à Uijtdebroek alors qu'ils ne sont même pas sûrs que le contrat peut être résilié. Donc il faudrait peut-être également bien contrôler ce que font certains agents. Alors en France, les contrôles, je dirais, sont plutôt importants parce qu'il y a des contrôles UCI, mais même tu ne peux pas être agent dans le sport de n'importe quelle manière. C'est quand même assez réglementé. J'espère que ça... Enfin, c'est assez réglementé et il y a quand même des dérives. Mais en Belgique et aux Pays-Bas, je ne suis pas sûr que ça soit autant réglementé. Et ça peut être également un souci. La question également de l'image de Kian Uijtdebroek avec cette affaire. Alors oui, je vous ai parlé de Marc Hirschi, je vous ai parlé de Van Wilder. Van Wilder, son image n'a absolument pas été affectée par cette affaire où pendant 6 mois il n'a pas couru. Mais il n'a quand même pas couru pendant 6 mois. Marc Hirschi, son image a été un peu plus écornée. Alors aussi parce qu'il a rejoigné UAE. Mais son image a été écornée quand même par cette affaire de contrat qu'il avait cassé pour rejoindre UAE. On va voir comment ça va se passer du côté de Kian Uijtdebroek, parce que autant Van Wilder passait de DSM à Quick-Step, donc des équipes qui ont plutôt une bonne image. Quick-Step, ça a une bonne image dans le monde du cyclisme. Par contre,
Jumbo en ce moment, on ne peut pas dire qu'ils aient une bonne image. Alors autant Jumbo, ils s'en tapent d'avoir une mauvaise image, même si un jour ça va leur retomber sur le coin de la gueule au niveau des sponsors. Parce que chez Sky, c'était arrivé, donc je pense que ça arrivera également du côté Jumbo. Mais pour Kiana Hültebroek, rejoindre cette armada-là, ça peut être compliqué en termes d'image. Il faudra voir comment il arrive à s'en sortir si ce transfert-là se fait. Et surtout, du côté de Kiana Hültebroek, il va falloir des résultats. Quand je dis il va falloir des résultats, il a déjà obtenu des résultats, Kiana Hültebroek. Sur la Vuelta, il fait 6 ou 7e. Mais Jumbo, 6 ou 7e, ça ne leur suffit pas. Il faut être dans les 3 premiers, minimum. Le prochain grand tour qu'il fera, Kiana Hültebroek, il faudra qu'il soit dans les 3 premiers. En sachant qu'il devra peut-être faire un travail d'équipier pour Vingegaard sur le prochain Tour de France. Ou pour Sepp Kuss. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Ça ne sera pas le leader numéro 1 de l'équipe au départ. Il y a Sepp Kuss, Vingegaard qui sont devant lui. Alors que chez Bora, il y avait Roglic, il y avait certes peut-être Vlasov, mais est-ce qu'il était devant Genley? Pas sûr. Donc il va peut-être avoir en fait la même situation qu'il avait à la Bora en termes de leadership, en termes de position dans la hiérarchie. Donc quand j'ai vu sur internet certains dire ah oui, alors il y avait les deux hein, sur Twitter, ça veut dire que soit c'était une catastrophe qu'il rejoigne la Jumbo parce que il va se faire barrer la route, ou de l'autre côté c'était super bien qu'il rejoigne la Jumbo. C'est pas hyper bien. Et c'est pas non plus une catastrophe, parce que chez Bora, il y avait des leaders. Donc c'est sûr que la hiérarchie dans l'équipe, quant à Vlasov, quant à Roglic, c'est pas simple. De l'autre côté, par contre, croire que chez Jumbo, il n'y a personne. Alors déjà, tout le monde a oublié Sepp Kuss, hein, parce qu'il a quand même gagné la dernière Vuelta et il a fait les 3 grands tours. Vous avez Vingegaard, mais il ne faudrait pas oublier non plus la jeune garde, les Stott Mittet, et Thomas Glogg également, qui n'a pas fait une grande première saison. Mais qui pourrait peut-être s'en sortir mieux. Si on regarde un petit peu l'effectif de cette équipe Jumbo pour l'année prochaine, donc l'équipe quand même de cette formation néerlandaise, c'est pas la type Visma, Lisobay, parce que je dis encore Jumbo, alors que Jumbo sera plus là au niveau des sponsors. Mais quand on regarde du côté de l'équipe en montagne, faut pas oublier Attila Walter, par exemple. Donc il y a Vingegaard. Vous avez également Kelderman, qui est toujours là. Matteo Jorgensen, aussi parmi les jeunes pépites. Donc Perstrand Hagenes, Johannes Stanmittet. Il y a quand même donc Thomas Glogg, quelques 22 ans. En montagne, il y a du monde au balcon quand même hein, dans cette formation. Donc quand on dit c'est super que rejoindre la Jumbo, je dis surtout il va falloir des résultats. Parce que si la Jumbo est obligée de te payer une résiliation de contrat à 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million euros, il va falloir des résultats derrière. Il va falloir cartonner. S'il n'a pas les résultats tout de suite, ça peut être compliqué. Parce qu'il sera sous pression, il sera observé. Dans cette formation. Et en termes d'image, rejoindre la Jumbo en ce moment, c'est écorner un petit peu son image. Entre les rumeurs de dopage et ce genre de choses, tu affectes ton image. Donc, c'est pas forcément le choix peut-être le plus judicieux de la carrière de Hültebroek, mais ça on le jugera surtout l'année prochaine en fait. Surtout à la fin de la saison prochaine, on verra fin 2024 si c'est une catastrophe ou pas. Du côté de la Bora, le problème, c'est que ça arrive le 11 décembre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut retrouver un leader à la place de Hültebroek. T'as qui sur le marché en ce moment qui n'a pas de contrat? T'as plus grand monde. Voilà, hein, ça c'est un peu le souci. Parce que si je regarde là en ce moment qui sont les coureurs sans contrat, alors j'ai pas trouvé de coureur sans contrat. Pro Cycling Stat, on va voir tout de suite sur le site. Qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine? Eh bien, plus grand monde.
plus grand monde. Et surtout, plus grand monde qui peut être un très bon grimpeur comme Kian Uijtdebroek. Voilà, hein, quand on regarde là aujourd'hui en World Tour, bah, c'est pas fou hein, en grimpeur. C'est Dombrowski avec Pernsteiner, les deux meilleurs grimpeurs. Et bon, c'est pas du niveau de Kian Uijtdebroek. Si je regarde en Pro Series, en Pro Team, il y a Pozzo Vivo, comme d'habitude, mais bon, c'est pas du niveau de Kian Uijtdebroek. Enfin, c'est peut-être un peu léger quand même, surtout qu'il va avoir 41 ans. Et après, oui, on n'est pas sur du super grimpeur. Hein. Ce qui reste derrière, c'est pas de première fraîcheur, comme on dit. Donc ça risque quand même d'être compliqué de trouver un grimpeur pour remplacer du côté de la Bora. Après, ils peuvent peut-être faire monter un jeune coureur. Peut-être des réflexions qu'ils peuvent avoir du côté de la Bora. Par contre, voilà, c'est Kian Uijtdebroek devrait être très bon et réussir son début de saison parce que sinon, il peut y avoir très vite des doutes et sa hiérarchie chez Jumbo peut être compliquée à tenir. Bon, je crois qu'on a fait le tour dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Les top 10 qui continuent sur la chaîne. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.